Bonsoir, c'est une histoire comme on aime en lire dans les récits d'aventure. En 1860, alors qu'il arpentait la jungle cambodgienne, l'explorateur français Henri Mouhot découvre stupéfait les ruines du temple d'Angkor. Cette cité abandonnée est devenue le site touristique le plus visité du pays et aujourd'hui il représente pour les scientifiques un gigantesque terrain d'exploration pour étudier les nombreux vestiges qui témoignent de la puissance de la civilisation khmer. Ce soir, Séance Grand Format vous emmène à la rencontre d'une équipe internationale d'archéologues qui depuis de nombreuses années scrute des centaines de kilomètres carrés de terrain noyés dans la végétation. Grâce aux technologies de pointe comme les lasers ou les drones, les scientifiques portent un nouveau regard sur la compréhension des paysages. Les édifices et les magnifiques bas-reliefs évoquent aussi les dieux et les rois du Cambodge, à l'instar de Jayavarman VII qui est parvenu à établir sa domination sur l'ensemble du territoire. Ces dernières années, les preuves archéologiques ont aussi jeté la lumière sur le déclin de la civilisation angkorienne, avec des recherches qui mettent en évidence des changements du climat. De fortes moussons auraient en effet entraîné des inondations majeures, en perturbant tout le réseau de gestion de l'eau de la cité, mettant ainsi un terme à sa puissance. Je vous invite à découvrir tout de suite cette ville tentaculaire et fascinante avec ce documentaire Angkor et les mystères de l'Empire Khmer. Bonne soirée sur France 5 et vive la science en grand format. Ce programme vous est proposé en audiodescription. Angkor Wat, le plus grand complexe religieux jamais bâti par l'homme. Vestige éblouissant d'une civilisation disparue qui a régné en maître sur la péninsule indo-chinoise. La civilisation Khmer. Depuis sa découverte, son gigantisme n'a cessé d'étonner le monde. Angkor Wat compte parmi les plus grands chefs-d'œuvre architecturaux de l'histoire de l'humanité. Les premiers archéologues ont arraché ces ruines à la jungle pour découvrir leur splendeur. Aujourd'hui, la technologie révèle l'ampleur insoupçonnée d'Angkor. Ce chef-d'œuvre monumental se trouvait au cœur d'une immense métropole. À son apogée, la capitale khmer dominait un vaste empire, presque 2 fois grand comme la France. C'est l'un des monuments les plus impressionnants de l'époque. Ce qui caractérise vraiment l'Empire Khmer, c'est des capacités de construire des monuments qui vont durer dans le temps, avec des décorations, des sculptures qui sont aujourd'hui évidemment encore admirées de tous. D'où venait la puissance de l'Empire Khmer? Et comment s'est-il effondré avant de tomber dans l'oubli, englouti par la jungle? Il y a des blocs de grès partout. Le mystère demeure. Mais aujourd'hui, l'archéologie dispose d'un arsenal technologique révolutionnaire. Des drones et des hélicoptères survolent la jungle, armés de lasers capables de traverser la végétation. Nous allons suivre ces aventuriers de l'ère moderne dans leurs expéditions en quête de temples disparus. Je vois des blocs. Incroyable. Ces données inédites éclairent la civilisation khmer d'un jour nouveau. Elles permettent de reconstituer ces édifices monumentaux, de décoder ces secrets de construction et de faire revivre sous nos yeux le quotidien du peuple raffiné de ce fabuleux empire. Angkor au Cambodge. Au cœur de la jungle, on peut encore admirer les vestiges d'une brillante civilisation médiévale, l'Empire Khmer. Angkor Wat est l'emblème de sa puissance et de son génie architectural. Mais ce géant de pierre n'est que la partie émergée d'un site exceptionnel. Il faut savoir qu'Angkor Wat n'est qu'un temple au milieu d'une cité gigantesque. En 1860, le naturaliste français Henri Mouhot se fraye un chemin à travers la jungle cambodgienne. Il tombe émerveillé sur ce site grandiose qui va enflammer l'imagination de l'Occident. Ce sont d'abord des centaines de mètres de galeries, couvertes de bas-reliefs d'un raffinement exceptionnel. En son cœur, 5 tours monumentales culminent à 65 mètres. Le sanctuaire couvre au total plus de 160 hectares. Depuis,
Les prospections effectuées grâce à la technologie LIDAR ont révélé qu'il était entouré d'un vaste paysage urbain. À son apogée au XIIe siècle, Angkor abritait sans doute près d'1 million d'habitants. C'était alors la plus grande ville du monde, réduisant Paris à l'état de simple bourgade. Il y a quelques années, un consortium de chercheurs a révélé l'immensité de la ville. Ces travaux se poursuivent, et on ne cesse de redécouvrir les splendeurs perdues de la civilisation khmère. Damian Evans est chercheur associé à l'école française d'Extrême-Orient, l'EFEO. Sarah Classen est chercheuse à l'université de Leiden, aux Pays-Bas. Tous deux sont spécialistes de l'archéologie numérique. Ensemble, avec un arsenal de drones et d'hélicoptères, ils mènent la plus vaste étude archéologique jamais réalisée au LIDAR. Ce dispositif de télédétection aéroportée traverse le couvert végétal et balaie des centaines de kilomètres carrés de jungle. Le rayon de haute fréquence détecte le moindre relief, vestige de structures anciennes. Le LIDAR a changé la donne. Il permet de voir d'anciennes traces d'activité humaine inscrites dans le paysage. Parfois, c'est assez spectaculaire. On voit des vestiges de temples entiers émerger de la forêt. Ce projet montre qu'ils avaient dompté ce paysage. Ils savaient composer avec leur environnement. Les données recueillies au LIDAR sont d'une précision inédite. Elles permettent d'arracher les ruines à la jungle et au passé, mais aussi de faire revivre la civilisation khmère. À l'université Monash de Melbourne, en Australie, une équipe de graphistes traite ces données pour reconstituer une image virtuelle de l'Empire khmer. Elle recrée des scènes de la vie quotidienne à Angkor. En 2012, le LIDAR avait révélé l'étendue insoupçonnée d'Angkor. Depuis, Damian Evans et Sarah Classen ont continué sur leur lancée. On a étendu les recherches bien au-delà d'Angkor et partout dans l'Asie du Sud-Est. Les découvertes faites à Angkor n'étaient qu'un début. Les campagnes LIDAR successives ont permis de scanner des centaines de kilomètres carrés de jungle. Elles ont révélé l'existence de cités disparues autour des temples de pierre. Mais ce n'est qu'une fraction de l'ancien empire khmer. Au XIe et XIIe siècle de notre ère, les Khmers ont bâti des cités et des temples dans tout le Cambodge. Ils contrôlaient de vastes territoires appartenant aujourd'hui à la Thaïlande, au Laos et au Vietnam. À son apogée, cet empire couvrait près d'1 million de kilomètres carrés. Mais les origines de sa puissance restent mystérieuses. Quelle est l'histoire de sa naissance? Pour le savoir, nous partons avec Damian Evans explorer une cité de montagne à 40 km au nord d'Angkor. On se dirige vers un plateau isolé au nord d'Angkor, Mahendra Parvata. On espère récolter des données sur la naissance du monde khmer, sur l'émergence des premiers rois et des premières villes de l'Empire. Ce plateau est situé dans le massif de Kulen. Grâce au LIDAR, Damian Evans a découvert ici une cité enfouie sous la végétation. Elle aurait été fondée plusieurs siècles avant Angkor Wat. Ce vaste réseau de chaussées, de canaux et de temples s'étend sur plus de 40 km². Tout semble indiquer qu'il s'agit d'une capitale, la première de l'Empire khmer. Et Damian Evans nous emmène à travers la jungle à la rencontre de son fondateur. Sur place, il rejoint Jean-Baptiste Chevance de la Fondation Archéologie et Développement de Phnom Kulen. Mais c'est vrai que la figure du roi, du leader de l'Empire est vraiment la figure qui émerge dans cette hiérarchie très importante, puisqu'il faut imaginer que le roi est au sommet de toute cette hiérarchie. Avec son équipe, il fouille les ruines de Mahendra Parvata depuis plus de 10 ans. Ils connaissent par cœur les sentiers de la jungle. Le seul moyen d'y accéder est à moto.
Jean-Baptiste Chevance prend la tête du groupe à travers ce terrain accidenté. 20 minutes plus tard, ils arrivent au bout de la piste. Il faut alors se frayer un chemin à pied à travers la jungle. La végétation est plus épaisse à la saison des pluies. Il y a des lianes partout, fais attention. Ils débouchent enfin devant les vestiges d'un temple de briques du 9e siècle. Le Prasat Opahong, l'un des premiers jamais construits par la civilisation khmère. Mais leur véritable objectif se trouve plus loin. C'est une structure bien plus imposante, située au cœur de l'ancienne cité de Mahendra Parvata. Ils s'enfoncent toujours plus loin dans la jungle. Tout à coup, une trouée dans la végétation révèle un empilement de vastes plateformes. Elles forment une pyramide de 100 mètres de côté. Elle est située au point le plus élevé du plateau. C'est le cœur géographique et spirituel de la cité. Oui, c'est le centre religieux. Au 9e siècle, ce temple-montagne était le sanctuaire sacré de Mahendra Parvata. Pour découvrir les racines de la royauté khmère, les deux archéologues escaladent les degrés de la pyramide. On a une plateforme à 2 niveaux et au sommet, on voit ce piédestal qui est très bien conservé. On peut imaginer que les grandes cérémonies sacrées avaient lieu ici. Cette estrade est le point le plus élevé de la cité. Elle a peut-être été le témoin de l'acte fondateur de l'Empire khmer. Dans le temple de Sdok Kok Tom, situé dans l'actuelle Thaïlande, on a retrouvé une stèle d'une importance capitale. Elle retrace en sanskrit et ancien khmer la chronologie des souverains khmers. On y trouve notamment la description d'une cérémonie qui aurait eu lieu dans la ville de Mahendra Parvata, le couronnement du roi des rois. Tout semble indiquer que ce souverain a été couronné ici, ou en tout cas près d'ici. C'est vraiment la genèse de ce qu'on connaît sous le nom d'Angkor et d'Empire khmer. C'est l'acte fondateur de la puissance angkorienne. Au début du 9e siècle, la région de l'actuel Cambodge est divisée. Une multitude de petits États rivaux s'entre-déchirent. Selon les sources écrites, un prince khmer revenu d'exil vers 770 s'impose peu à peu dans la région. En l'an 802, il fait venir un brahman à Mahendra Parvata et lui demande d'accomplir un rituel magique, le Devaraja. La cérémonie fait de lui un Chakravartin, un monarque universel. Sous le nom de Javar Varman II, il unit ensuite le pays des Kambuja et fonde ainsi l'Empire khmer. La figure du roi, évidemment très importante, c'est presque un roi-dieu, c'est lui qui dirige le peuple. Les ruines de Mahendra Parvata sont le lieu de naissance d'une civilisation. Javar Varman II s'appuie sur le pouvoir des dieux pour devenir le premier souverain tout-puissant du peuple khmer. Pourtant, l'Empire khmer n'atteint son apogée que 3 siècles plus tard. Les rois se succèdent et chacun fait bâtir des monuments sacrés. Mais au XIIe siècle, un souverain va propulser l'Empire au sommet de sa gloire et de son prestige. Sarah Claassen est en route pour le site emblématique de la splendeur khmer. Car l'un des temples d'Angkor porte plus que tout autre la marque du grand roi. Le Bayon. À l'origine, il comptait 54 tours, chacune ornée de 4 visages tournés vers les 4 points cardinaux. Pour les sculpter, les artisans khmers ont eu recours à une technique spécifique. Elle est réservée aux monuments dédiés aux dieux et aux rois. Les blocs de grès sont d'abord dégrossis et creusés de trous circulaires. On y fixe de solides piquets de bois qui permettent de bien les positionner. On affine ensuite les blocs par frottement
jusqu'à ce qu'ils s'ajustent à la perfection. On élève ainsi des tours, dont certaines peuvent atteindre 43 mètres de hauteur. Pour finir, on sculpte dans la pierre de gigantesques visages. Selon les sources écrites, ils auraient été recouverts d'or. La construction du Bayonne a fait appel à des milliers d'artisans de talent. Le temple témoigne de la richesse et du prestige de son commanditaire. Alors, qui est l'homme derrière ce sourire énigmatique? Les somptueux bas-reliefs du Bayonne offrent un aperçu vivant de l'âge d'or de la civilisation khmère, entre scènes du quotidien et reconstitutions de batailles. On a ici une procession militaire et peut-être même royale. On voit des éléphants de guerre et des cavaliers à cheval. Un personnage souriant mène la procession. Il ressemble étrangement au visage sculpté sur les tours. Il est représenté bien plus grand que les autres personnages de la scène. Il est suivi par ses épouses et ses enfants. Tout indique qu'il s'agit d'un roi. C'est peut-être l'une des rares représentations du plus puissant des souverains khmers, Jayavarman VII. Jayavarman VII regarde son empire dans toutes les directions. C'est le sourire d'un souverain sûr de son autorité, le maître d'un empire prospère. En ce début du XIIe siècle, les Khmers vont bâtir un nombre record de temples et de villes. Sous son règne, l'Empire khmer s'étend encore considérablement, jusqu'à couvrir près d'1 million de kilomètres carrés. Comment a-t-il fait pour maintenir l'unité et la cohésion d'un si vaste royaume? Le paysage luxuriant du Cambodge cache un réseau de routes encore inexploré. Ce réseau est au cœur de la puissance khmer. Alors, les archéologues cherchent à en percer les secrets. L'enquête commence à près de 10 000 km de là, à l'école française d'Extrême-Orient, ou EFEO. C'est ici que Pelle Weicker examine des centaines de kilomètres de relevés lidar. Nous avons ici une vaste section de données lidar qui se déploie à l'est d'Angkor. Elle suit les traces d'une chaussée disparue. Et sur la droite, ici, on voit une forme carrée qui se détache du paysage. Cette structure a tout de suite attiré mon attention. Ce sont très certainement les traces d'un temple de la période d'Angkor. Il faut maintenant examiner les vestiges sur le terrain. Damian Evans et Sarah Classen partent en expédition vers le temple, à 55 km d'Angkor. Il a été bâti près d'une voie majeure de la période angkorienne. C'est peut-être un témoignage clé pour comprendre l'extension de l'Empire khmer. Reste à le trouver. Grâce à la cartographie du relevé lidar, les archéologues suivent le tracé de l'ancienne route khmer. Là, on n'est plus très loin. On y est? Normalement, c'est là derrière. Sous le champ de manioc? Les vestiges sont cachés quelque part sous un paysage agricole. Mais où? Damian Evans parle cambodgien, un atout précieux pour recueillir des informations. On va interroger la dame pour voir si elle sait quelque chose. Il y a un vieux temple ici? Oui. Comment s'appelle-t-il? Vous ne savez pas? D'accord, merci. Donc ils le connaissent. Les habitants confirment la présence de vestiges dans le secteur. Le coin sud-est doit être juste de ce côté. Il faut qu'on trouve un chemin qui bifurque sur la gauche. Oui. Peut-être ici. Oui, ça passe. Ça glisse, fais attention. Il y a des morceaux de grès là. Il y a une ouverture dans le manioc. Je vois des blocs, c'est là. C'est un temple, c'est sûr.
C'est génial! Dans l'épaisse végétation, on distingue une plateforme. Elle paraît de très grande dimension. On a 2 séries de blocs de latérite qui sont sûrement en partie enterrés. C'est formidable de trouver des vestiges intacts comme ça. J'essaie de dégager un peu la végétation. Attention aux serpents. Tu as vu là? Il y a un énorme bloc de grès. C'est peut-être une partie de piédestal. C'est difficile à dire. C'est possible, oui. Le piédestal est la pièce centrale d'un temple. Il indique qu'il devait y avoir une statue au milieu de l'édifice. C'est incroyable de trouver ça ici. Près du piédestal, ils découvrent un puits qui s'enfonce profondément dans le sol. C'est l'œuvre de pilleurs. Ils cherchaient sans doute le dépôt sacré qui est généralement placé sous le piédestal. Ils ont dû briser le piédestal parce qu'on voit des fragments dans le champ. Mais ça veut dire que c'était un site important. Le relevé lidar montre qu'il était très imposant. Il fait plus de 50 mètres de diamètre. C'est énorme. C'est incroyable qu'il n'ait pas encore été documenté. Ce temple était entouré de douves. Dans l'architecture angkorienne, cette ceinture aquatique symbolisait l'océan primordial. Elle était aussi reliée à un réseau hydraulique complexe. Grâce au lidar, les archéologues viennent donc de découvrir un temple jusque-là inconnu. C'est toujours exaltant de découvrir un temple encore jamais documenté. Sa situation, près d'une voie majeure, en fait un maillon du vaste empire khmer et un jalon de son expansion. Il y a 8 siècles, ce temple était relié à Angkor par la route. Les voies carrossables étaient un facteur d'unité entre des régions très éloignées et souvent très diverses. C'est ce qui en faisait un tout cohérent. C'était l'un des éléments de base de l'Empire. Au XIIe siècle, le réseau de communication relie les cités de l'Empire à sa capitale. Le long de ces artères, des cités plus modestes se développent. Elles bâtissent leurs propres monuments sacrés. Grâce au lidar, on peut imaginer la vie quotidienne le long de ces routes. Damian Evans transmet toutes les informations récoltées, relevées et photos à l'équipe graphique de l'Université Monash. Sous la houlette de Tom Chandler, elle recrée peu à peu une image virtuelle de la civilisation khmer. Salut Tom, ça va? Salut Damian, t'as des nouvelles données? On vient de recevoir les relevés lidar. Il y a des temples partout le long de la route. On n'imaginait pas qu'il y aurait autant de choses de part et d'autre de cette voie. Il y a encore plein de choses à découvrir. Voilà plus de 10 ans que Tom Chandler et son équipe travaillent à ce grand modèle numérique. Quand de nouvelles structures sont repérées à Paris et confirmées sur le terrain, l'équipe de Monash les intègre dans son modèle virtuel. Et soudain, l'Empire khmer apparaît sous nos yeux dans toute sa splendeur. Mais les routes khmer ne servent pas seulement à relier des localités isolées. Elles visent aussi à consolider le pouvoir du souverain et à pacifier son vaste empire. Car si Jayavarman VII est un roi guerrier et bâtisseur, il est également soucieux du bien-être de son peuple. Et ces grands axes majeurs vont lui permettre d'instaurer une véritable médecine publique. Il y a près d'un siècle, un archéologue français a traduit des inscriptions attestant l'existence d'hôpitaux. Depuis, on en a identifié des dizaines sur le terrain. Ils sont installés le long des routes principales à intervalles réguliers. On a longtemps cru qu'il s'agissait de simples relais d'étape fournissant le gîte et le couvert aux voyageurs. Mais le lidar a révélé l'ampleur inattendue de ces relais. Les deux archéologues examinent le relevé d'un hôpital du XIIe siècle situé à une 50aine de kilomètres d'Angkor. Ils décident de se rendre sur place.
On sait qu'il y a un hôpital à cet endroit. Mais sur les relevés lidar, on voit des structures linéaires qui l'entourent. Donc on va sur le terrain pour voir exactement de quoi il s'agit. On voit les traces d'une rive ici. Je crois que c'est par là. Aux abords du site, ils quittent la route pour s'enfoncer dans la jungle. Ils découvrent alors le temple, complètement envahi par la végétation. Le voilà, il est écroulé. Reste à trouver les fameuses structures linéaires. Les archéologues explorent les environs du temple. Ils tombent rapidement sur des éléments qui correspondent au relevé lidar. Je crois qu'on y est. C'est un peu surélevé et orienté est-ouest. Oui, c'est à peine visible. Sur le terrain, il est difficile de repérer les levées de terre indiquées par le lidar. Mais il pourrait s'agir des vestiges d'un village qui s'étendait tout autour du temple. Le lidar montre que le temple est au cœur d'un site d'occupation bien plus étendu. Il y avait de petits pâtés de maisons qui étaient sans doute en bois et qui permettaient de loger les gens. Ces remblais, à peine visibles, quadrillent le site. Ce sont les traces des fondations d'édifices en bois qui entouraient le temple. Mais le relevé est tronqué. Il manque toute la partie sud-est du site. Pour comprendre la fonction du site, il faut d'abord déterminer son étendue. Le couvert des arbres cache la partie non relevée sur la carte. Le seul moyen de savoir ce qu'il dissimule, c'est un nouveau survol avec le lidar. Quelques jours plus tard, les archéologues reviennent avec un drone équipé d'un dispositif lidar. L'engin décolle. Il va suivre un itinéraire programmé par ordinateur, guidé par des émetteurs installés au sol. Mais des bourrasques mettent l'opération en danger. Et Jérémy Berthelotmo craint pour son drone. Ce n'est pas très rassurant. Le drone n'est pas stable. On le voit bien sur le moniteur. Si on perd la radio, ce sera encore plus embêtant. Il faudra sans doute annuler la mission. Si le drone est poussé hors de sa trajectoire, il pourrait échapper au contrôle radio et se perdre. On ne peut pas courir ce risque. Le matériel de télédétection est trop coûteux. Mais le vent finit par tomber. Et le drone peut enfin balayer le secteur manquant. Il y a quelque chose là-dessous, c'est sûr. Je ne sais pas s'il s'étend beaucoup au sud, mais dans tous les cas, ce sera intéressant. 2 heures plus tard, la mission du drone est terminée. Toute la zone a été scannée. J'ai hâte de voir le degré de détail des résultats. L'Institut géographique Khmer est situé à Phnom Penh, la capitale cambodgienne. C'est là que les données lidar sont traitées sous la direction de David McCartney. Voici la carte que vous nous aviez fournie. Et voici la nouvelle. Incroyable. Là, on voit la grande enceinte avec le quadrillage résidentiel. Mais toute cette partie qui s'étend vers le sud n'était pas dans notre relevé d'origine. L'ordonnancement des reliefs ne fait aucun doute. Le plan, empâté de maisons en bois, se poursuit vers le sud. Mais ce relevé fait apparaître d'autres structures. Ici, on dirait une succession de pièces. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un temple, c'est sûr et certain. Dans le relevé d'origine, on n'avait qu'une partie du site. C'est incroyable. Clairement, il n'y a pas qu'un seul temple, mais 2, à côté l'un de l'autre. C'est énorme. Le nouveau relevé révèle les vastes proportions du site.
Il s'agit d'un complexe de près de 700 mètres de côté, doté d'un second temple. On n'avait jamais cartographié ou identifié cette extension au sud comme faisant partie de ce complexe. Le site est contemporain de la construction des routes impériales au XIIe siècle. Ces vastes relais d'étapes pouvaient manifestement accueillir un grand nombre de voyageurs. Ces routes étaient très fréquentées. Elles devaient être pleines de marchands qui transportaient des matériaux comme la pierre et le fer. C'étaient vraiment les éléments de base de la construction de l'Empire. Ces relais étaient un peu les aires d'autoroute de l'époque. On y trouvait toutes sortes de services et d'infrastructures, des lieux de culte et des hôpitaux. Et des populations étaient venues s'agréger à cette activité. Ce n'étaient pas seulement des haltes le long d'un itinéraire, des lieux de passage inhabités le reste du temps. En fait, ces aires de service avaient donné naissance à de petits centres urbains. Et leur population contribuait à la circulation des marchandises et des informations à travers l'Empire. Ces relais, doublés d'hôpitaux, montrent que les voies impériales étaient bien davantage que de simples axes de communication. Elles étaient un élément vital du monde khmer, au sens propre du terme. En facilitant le transport de marchandises, elles ont fait la prospérité de l'Empire. Mais elles ont aussi contribué à la bonne santé de la population. Javar Varman VII a porté l'Empire khmer à son apogée. Une frénésie de construction s'empare alors du royaume. Comment expliquer la vitalité exceptionnelle de la société angkorienne de l'époque? Dans la jungle, non loin d'Angkor, un site archéologique dévoile un pan de la politique de Javar Varman VII, de cette stratégie qui a fait de lui un souverain à la puissance inégalée. Sarah Classen va bénéficier d'une visite privée du site avec Im Sokriti, le responsable des fouilles. Sur le terrain, il tente de décoder la fonction de ce temple très particulier. Vous avez déjà dégagé énormément de choses. L'équipe des fouilles vient justement de faire une nouvelle trouvaille. Là, ce vase? Oui, ça ressemble à un contenant. Mais il n'est pas en céramique. C'est du grès. C'est incroyable de le trouver ici sur place. Il est là depuis 800 ans. L'objet paraît avoir été fabriqué par une main experte. Il faut maintenant le dégager délicatement. Le moment de vérité. Le voici enfin libéré. Im Sokriti tient avec émotion cet objet vieux de 8 siècles. Mais il est plat. Oui, ce n'est pas vraiment un bol. Sa surface est plate. Il servait sûrement à moudre des remèdes médicinaux. Sa forme plane révèle sa fonction. Il s'agit d'une meule. Les prêtres l'utilisaient pour préparer divers remèdes et traitements destinés aux malades. C'est un indice sur la fonction de ce temple et le type de bâtiment qui l'entourait. En fait, c'était une sorte d'hôpital. Oui, c'est une activité typique des hôpitaux de l'époque. Les fouilleurs mettent ensuite au jour 2 blocs de grès. Ils confirment la fonction médicale du temple. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Je n'ai jamais vu d'objet de ce type. Des sortes de blocs de grès rectangulaires, légèrement creux au milieu. Pour moi, c'est un foyer qui était utilisé lors de rituels. Ces 2 blocs rectangulaires servaient à pratiquer des rites guérisseurs. Im Sokriti a repéré un bas-relief qui semble étayer cette hypothèse. Il montre l'usage que l'on faisait de l'objet.
Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a ici. 2 blocs rectangulaires de grès placés l'un sur l'autre, les flammes qui s'élèvent au-dessus. Et là, j'imagine que c'est le prêtre? Le prêtre s'entaille le doigt pour offrir son sang afin de chasser le mauvais sort. C'est une offrande assez sanglante de s'entailler le doigt pour faire tomber des gouttes de sang dans le feu. Les prêtres offraient leur sang afin d'apaiser les dieux qui décidaient du destin des malades. C'est un aperçu extraordinaire de la fonction de ces temples hôpitaux. En tout, 102 hôpitaux s'élevaient ainsi le long des grandes voies de communication. Ces Arogichala, littéralement « salles sans maladie », ont permis à Jayavarman VII de maintenir la paix dans un empire en expansion. Avec ce réseau de 102 hôpitaux disséminés à travers le territoire, Jayavarman VII s'est attaché les faveurs de la population. Et en retour, elle lui a permis de bâtir et d'étendre son empire. Les registres des hôpitaux tiennent le compte scrupuleux des membres du personnel, des équipements et des médicaments disponibles. Ce contrôle permanent exercé par les rois khmers est la clé de leur puissance. Il se manifeste jusqu'aux confins de l'Empire. Pour enquêter sur son étendue, Damian Evans et Sarah Classen se rendent à 320 km d'Angkor, au Laos. Leur objectif, le temple le plus septentrional de l'Empire khmer. Il témoigne d'une politique de contrôle qui s'ancrait dans la pierre et les monuments. On va voir des choses intéressantes en haut de ces collines. Mais avec toute la pluie qui est tombée, on risque d'avoir du mal à monter. Ils parviennent à franchir les champs inondés et arrivent enfin à Wat Phu. Le temple apparaît dans un paysage à couper le souffle, au pied d'un puissant massif. Sur place, ils ont rendez-vous avec un spécialiste brésilien du géoradar, Thiago Hattori. Le puissant radar est monté sur un chariot à roues. Il peut détecter des objets ou anomalies profondément enfouis dans le sol. Ça y est, ça fonctionne. L'objectif est de sonder le terrain entre 2 grands bâtiments du temple. On pourrait y trouver des vestiges qui expliquent la construction d'un tel monument dans ce lieu reculé. Le radar envoie des ondes dans le sous-sol. Dès qu'elles rencontrent un objet, elles sont renvoyées vers la surface. Très vite, l'engin détecte un signal. On a une forte réflexion à 2 endroits, ici et là. Si je devais faire une hypothèse, je dirais qu'on a ici les fondations d'un édifice antérieur, comme si le temple qu'on voit ici avait été construit sur une autre structure plus ancienne. C'est super intéressant. Le radar détecte bientôt d'autres signaux. On peut voir une structure de forme carrée sur les données. C'est très intéressant. Il pourrait s'agir d'un temple plus ancien que celui qu'on voit actuellement à la surface. Le géoradar a mis en évidence les traces d'un temple pré-angkorien. Détruire des monuments anciens pour en bâtir de nouveaux est une tactique fréquente des conquérants pour asseoir leur pouvoir. On en trouve la trace tout au long de l'histoire de l'humanité. Il a sans doute été construit autant pour des raisons politiques et économiques que religieuses. Il permettait de symboliser la présence du roi, d'affirmer son autorité dans des régions lointaines et parfois rebelles de l'Empire. Ces monuments sacrés rappelaient à chacun qu'il vivait sous la férule du dieu roi établi à Angkor. Mais à Wat Phu, l'enjeu n'était pas seulement politique. Il était aussi spirituel et identitaire. Car le site est considéré comme le berceau de la civilisation khmer. Les 2 archéologues partent en montagne en quête d'une grotte ancienne. Il connaît le chemin, alors c'est parti.
Pour y parvenir, il faut traverser des champs inondés et des pentes abruptes couvertes d'une épaisse végétation. Ce n'est vraiment pas la saison idéale pour venir dans ce genre d'endroit. J'espère qu'on a pris assez d'eau. Cette grotte servait d'abri aux premières populations établies ici. On y est. Voilà, c'est la grotte. Tu vois l'inscription juste en dessous, ici? Ah oui. Ces inscriptions sont en sanskrit et dans une version primitive du khmer, antérieure à la culture angkorienne. Elles indiquent le nom de l'ermite qui s'était installé ici. Un dénommé Vatrashiva vivait ici à l'écart des hommes pour consacrer son existence aux dieux. Cette ermite a dû rester ici très longtemps. C'était une sorte de retraite spirituelle pour s'éloigner du monde. Donc on sait qu'avant ces ensembles monumentaux, il y avait ici des ermites qui vivaient dans des grottes comme celle-ci. La présence de cette ermite témoigne de la dimension sacrée de ce paysage. Cette immense montagne qui domine la région a dû être vénérée pendant des millénaires avant la période d'Angkor. On devait considérer qu'il abritait un esprit puissant, le gardien de la région. Mais le Laos et le Cambodge sont riches en reliefs de ce type. Quelle est la particularité de cette montagne? Elle réside dans la forme insolite de son sommet. Depuis l'aube de la civilisation khmer, on vénère un symbole sacré de fertilité. Le lingam. Le lingam naturel qui coiffe la montagne attire les ermites à Wat Phu. Plus tard, on ira jusqu'à le tailler pour en accentuer la symbolique sacrée. Le culte du lingam fait venir de plus en plus de pèlerins. Le sanctuaire, bâti au pied de la montagne, se développe et donne naissance à un centre urbain. Cette histoire montre l'importance de la dimension symbolique et sacrée dans la civilisation khmer. Mais les lingams existent ailleurs qu'à Wat Phu. Nous retournons au Cambodge avec Sarah Classen pour comprendre la signification du lingam. Voici Ko Kher, un complexe monumental bâti 2 siècles avant Angkor Wat. Selon certaines inscriptions, le plus grand lingam jamais conçu coiffait autrefois le temple montagne de la cité. C'est incroyable de voir un édifice de cette taille construit au cœur de la jungle. Cette pyramide à degrés était le plus grand monument de Ko Kher. Ses 7 étages en terrasse, reliés par un escalier, s'élevaient bien au-dessus de la canopée. Une montagne de pierre bâtie de la main de l'homme. Au sommet, les Khmers ont érigé un immense lingam. Il aurait été entièrement recouvert d'or. Mais pourquoi exposer ce précieux objet aux intempéries au lieu de le protéger ? Ce lingam a aujourd'hui disparu. Mais la cité en possédait 5 autres de dimensions plus modestes. Et ils ont été préservés. Ce lingam est immense. C'est l'un des plus grands qu'on ait jamais trouvé. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a été taillé dans un seul bloc de grès. C'est vraiment très impressionnant. Les lingams de Ko Kher n'ont pas tous la même forme. Mais ils ont un point commun. Ils semblent avoir tous été exposés aux éléments. Pour en savoir davantage, Sarah Classen lance un drone équipé d'une caméra.
Je vais survoler les murs du monument pour voir si on trouve des vestiges indiquant qu'il y avait un toit. Sur les images, rien n'apparaît. Je ne vois aucune trace de toit sur ces ruines. S'il y en avait eu un, même en bois, on en verrait des vestiges. Il y aurait des trous ou des encoches dans le grès pour y insérer les poutres. D'ailleurs, aucune tuile n'a jamais été retrouvée autour de ces temples à Lingam. Il semble clair que ces édifices ont été conçus sans toit. Les Lingam étaient donc délibérément exposés aux intempéries. En fait, lorsque la pluie tombe sur le lingam, elle est rituellement sanctifiée avant de s'écouler dans les grands réservoirs et les différents bassins de Koker. La fonction du lingam est liée à l'eau, source de vie. Lorsque la pluie s'abattait sur la montagne, elle était bénie avant de dévaler les pentes pour fertiliser les rizières qui faisaient vivre les habitants de la ville. Les rois khmers ont bâti des monuments dans des lieux qu'ils considéraient comme bénis par les dieux. Et pour cela, ils n'ont pas hésité à recouvrir les constructions de leurs prédécesseurs. Cette pratique peut surprendre, mais elle est au cœur de la conception angkorienne de l'histoire et du sacré. Car chaque règne est un nouveau commencement. David Brotherson étudie Angkor depuis plus de 10 ans. Il nous emmène au temple d'Akyum, le premier exemple de temple montagne ou pyramidal, si caractéristique de l'Empire khmer. Le temple d'Akyum a été construit entre les 6e et 8e siècles. Mais à l'heure actuelle, il est presque complètement enterré sous un grand remblai. Akyum renferme sans doute de précieux indices sur l'ère pré-angkorienne. Pour en savoir davantage, il faudrait dégager la pyramide. Mais on ne peut fouiller le site sans endommager un autre site. On pourrait croire que Akyum est isolé dans la forêt et englouti par cette colline. Mais ce n'est pas une colline. C'est la digue sud du Baraï occidental, l'un des plus grands réservoirs artificiels au monde. Le Baraï occidental a été creusé il y a environ 1000 ans. C'est un gigantesque bassin rectangulaire de plus de 8 km de long sur 2 km de large. Ces proportions colossales témoignent de l'importance cruciale de la gestion de l'eau dans la civilisation khmer. Les baraïs ont une fonction pratique de réservoir, mais ils ont aussi une dimension symbolique. Aujourd'hui, l'eau se retire en partie à la saison sèche. Et ce phénomène a permis de découvrir tout un pan du passé d'Angkor, inconnu jusque-là. Christophe Potier est directeur de recherche à l'École française d'Extrême-Orient. Il étudie les ruines d'Angkor depuis les années 1990. En 2016, il se trouvait sur place pour des fouilles quand la sécheresse a frappé. Le carré rouge que l'on voit sur le plan ici correspond au temple d'Akyum. C'est donc sur la digue sud du Baraï. En 2016, à l'occasion de sécheresse importante qui donc découvrait le fond du Baraï de manière très, très éphémère, on a conduit une opération de drone pour photographier en fait toute cette zone avant qu'elle ne redisparaisse sous l'eau. Tout le centre ici était à sec et donc montrait en fait des traces de rivières anciennes, d'autres petits temples ici. Et ce qu'on voit aussi donc très bien, c'est ces structures linéaires de canaux, de digues qui recouvrent en fait l'intégralité de cette zone. Des campagnes précédentes avaient permis de révéler des aménagements bien antérieurs à l'Empire khmer. Mais le survol en drone de 2016 a complété le tableau. Les vestiges de temples, de murs et de digues appartenaient à une cité pré-angkorienne située sous le Baraï occidental. Dès qu'on élargit un peu la focale et qu'on regarde à l'extérieur du Baraï, eh bien on s'aperçoit en fait que cet angle de digue, on retrouve la continuité au nord et à l'ouest, et c'est probablement en fait l'angle d'un premier Baraï, ou du moins d'un premier système de retenue d'eau
qui étaient contemporains de cette ville. On s'aperçoit en fait qu'il y a toute une série d'alignements, d'enceintes qui, elles, par contre, n'avaient pas du tout été perçues. En fait, ce que l'on observe en fait, sur cette carte, c'est des traces qui, sur le terrain, n'existent quasiment plus. Tout a été nivelé, détruit, nivelé, etc. Ici, comme à Wat Phu, les maîtres d'Angkor ont détruit une cité bâtie par leurs ancêtres pour édifier leur propre ville et leurs propres monuments. Mais ce n'est pas un manque de respect. C'est au contraire une façon de placer leur règne dans la continuité de dynasties prestigieuses. Donc on a vraiment cette vision assez sélective. On garde des choses très importantes symboliquement, comme ce temple d'Akyom, mais à côté de ça, on détruit intégralement une ville ancienne qui est dorénavant obsolète. En fait, la création de ce gigantesque barail au XIe siècle témoigne finalement assez bien de comment les Khmers à l'époque comprenaient, étaient conscients de leur propre histoire. Donc, le souverain qui arrive au pouvoir va recouvrir d'anciens sites sacrés pour y bâtir ses propres monuments. C'est à la fois pour glorifier son propre règne et pour asseoir sa légitimité et son pouvoir sur le prestige de ses ancêtres et de leur glorieux passé. Auréolés de ce prestige, les rois d'Angkor règnent sur des millions de sujets. À la fin du XIIe siècle, l'Empire Khmer contrôle un territoire de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Mais pour bâtir cet empire en pleine expansion, il faut des matériaux, beaucoup de matériaux. À la fin du Xe siècle, la pierre remplace la brique et l'architecture khmer atteint un degré de complexité inédit. Cette maîtrise s'incarne dans un édifice extraordinaire. Le monumental Angkor Wat. Des blocs manquants ont permis de révéler les secrets de construction des bâtisseurs khmers. Angkor Wat repose sur une assise de latérite, une pierre rouge formée d'une structure en nid d'abeille à la fois légère et résistante. Une fois ses fondations posées, on bâtit le temple lui-même dans une autre pierre, le grès. On peut lui donner des formes variées. Certains blocs pèsent plus de 1500 kg. Mais tous sont ajustés au millimètre près. Ils sont ainsi empilés vers le ciel jusqu'à 60 mètres de hauteur pour la tour centrale. Pour ce seul temple, il a fallu tailler plus de 10 millions de blocs. Pourtant, il n'y a aucune carrière dans les environs immédiats d'Angkor. Alors, d'où vient tout ce grès? La même pierre se retrouve dans un grand nombre d'autres temples de la région. D'après les analyses, le grès utilisé pour bâtir des centaines de monuments de l'époque proviendrait d'une seule carrière. Elle devait être gigantesque. Mais où se trouvait cette carrière? Pour le savoir, Damien Evans nous emmène dans un massif situé à une quarantaine de kilomètres d'Angkor. Dans ce secteur, on a mis au jour un temple effondré appelé Beng Mealea. Il date du XIIe siècle et aurait servi de modèle à Angkor Wat. Tout près de là, les relevés lidar montrent un paysage creusé de puits et d'étranges structures. Ce pourraient être les vestiges d'une vaste carrière. L'archéologue se rend sur place avec un confrère cambodgien, Chea Sotcheat. La route est ultra mauvaise, c'est incroyable. Chea Sotcheat étudie Beng Mealea depuis des décennies. Il connaît la région mieux que personne. Mais avec les pluies diluviennes de la mousson, le site est très difficile d'accès. Il y a des paysans dans le coin. Si on s'embourbe, on pourra leur demander de l'aide. Là, on a une chance sur deux de passer. Je vais voir. Cette portion de route est très boueuse. Le sol est collant comme de l'argile. Si on s'engage là-dedans, on va rester coincé.
C'est un peu risqué là. Il faut un plan B. Les deux archéologues font appel à un paysan voisin. Et les voici partis à bord d'un tracteur. Mais bientôt, ils doivent quitter la route et leur carrosse et poursuivre à pied. À 500 mètres de là, le relief s'accentue. Ils découvrent de curieuses formations rocheuses. Ce n'est pas naturel tout ça. On a un terrain en pente douce jusqu'à cet affleurement rocheux et puis ça descend brutalement. Attention, je pense qu'il y a des serpents. Sous la végétation, la carrière émerge. C'est énorme. C'est bien caché en fait. À première vue, on dirait une simple falaise rocheuse. Mais l'œil averti des archéologues y reconnaît le travail de l'homme. On voit bien les parois de la carrière. C'est très haut. On les reconnaît facilement à la forme de la paroi. Les angles droits comme ça n'existe pas dans la nature. Et si on regarde de près, on voit très clairement les traces de coups de pic. Ici, les Khmers ont creusé la roche pour en tirer des blocs. Mais cette carrière n'est pas assez vaste pour bâtir des centaines de temples. Le couvert végétal empêche de voir l'étendue du site. Damian examine le relevé lidar pour voir à travers la végétation. Cette partie, c'est le sommet émergé de l'iceberg. Le relevé lidar montre qu'il ne s'agit pas d'une série de petites carrières indépendantes. C'est un seul immense site d'extraction. La montagne a été complètement éventrée pour produire les blocs nécessaires à la construction des temples d'Angkor. C'est l'une des plus grandes carrières jamais découvertes dans l'Empire Khmer. Les bâtisseurs d'Angkor ont utilisé ce grès d'excellente qualité pour bâtir des centaines de temples. Mais certains de ces blocs pèsent plus d'1,5 tonne. Comment les a-t-on transportés jusqu'à Angkor Wat, à 40 km de là? On a d'abord imaginé un transport par voie fluviale, via l'immense lac du Tonle Sap. Mais le parcours est long, et il implique de remonter un fleuve à contre-courant jusqu'à Angkor. On sait maintenant que les Khmers ont creusé un ingénieux réseau de canaux connectés aux cours d'eau naturels. Un travail de titan pour bâtir des monuments exceptionnels. La maîtrise des Khmers dans le domaine hydraulique étonne encore aujourd'hui. Le pont Spean Praptos a été achevé il y a 800 ans. Mais il est si bien conservé qu'il est toujours en usage. C'est vraiment un lieu qui a dû être foisonnant d'activités, puisqu'il faut imaginer des centaines et des milliers, des dizaines de milliers de blocs acheminés par canaux, par halage, jusqu'à Angkor, avec des ouvriers spécialisés dans l'extraction, dans le transport et dans la mise en place, dans la construction. Donc tout ça fait partie d'un ensemble d'ingénieurs et d'architectes extrêmement perfectionnés. Et c'est ce qui caractérise aussi l'Empire Khmer, c'est cette capacité à mettre en œuvre des forces de travail très importantes sur des distances importantes pour avoir des monuments qui sont quand même très très importants. Mais la virtuosité des Khmers ne s'arrête pas aux monuments de pierre. Ils ont creusé d'immenses douves autour du temple d'Angkor Wat. Autour, la cité est quadrillée par un labyrinthe de canaux qui relie entre eux des milliers de bassins. Ces réservoirs stockent l'eau des montagnes et de la mousson et la redistribuent dans tout le complexe urbain. Ce réseau hydraulique peut accumuler des milliards de litres d'eau. La maîtrise de l'eau permet le développement d'un vaste complexe urbain. Et la population explose. On estime qu'au XIIe siècle,
Angkor comptait près d'1 million d'habitants. L'Empire Khmer semble être parvenu à dompter la nature. L'une des caractéristiques importantes de l'Empire Khmer, c'est leur capacité à modifier le paysage et à intégrer un certain nombre de paramètres locaux, notamment la mousson. On est dans une zone tropicale où il pleut fortement pendant 6 mois et plus du tout pendant 6 mois. Donc la gestion de l'eau est vraiment un point crucial. Et donc les Cambodgiens de cette époque ont vraiment tenté de maîtriser au mieux ce paramètre très important. Le Baraï occidental redistribuait l'eau tout au long de l'année vers les rizières. Ainsi, l'eau coulait à flot, même à la saison sèche. Mais comment les Khmers géraient-ils le trop-plein d'eau à la saison des pluies lorsque les chaussées se transforment en rivières? Pour le comprendre, Sarah Classen nous embarque sur le Tonlé Sap. À chaque mousson, ce lac immense situé au sud d'Angkor déborde et submerge ses rives. Le mode de vie de la population actuelle permet de comprendre comment les Khmers ont surmonté les mêmes problèmes il y a 1000 ans. L'archéologue se rend en bateau dans un village remarquable, Kampong Phluk. Je suis sur les rives du Tonlé Sap, qui est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Pendant la saison des pluies, l'eau monte tellement qu'il double de taille et les populations locales se sont adaptées à cet environnement très particulier. À première vue, le village paraît flotter sur l'eau. En réalité, il est ancré au sol. À la saison sèche, le Tonlé Sap reflue. On voit alors apparaître le secret de ces maisons. Elles sont perchées sur des pilotis démesurés. Les poteaux de bois sont solidement ancrés dans le fond. Ils assurent la stabilité des édifices tout au long de l'année et quel que soit le niveau de l'eau. Et ça descend encore. C'est incroyable. Ça y est. Environ 6 mètres. Et les maisons sont encore assez loin au-dessus de l'eau. Ça doit être très impressionnant à la saison sèche. Cette hauteur de sécurité permet aux maisons de rester à sec, même en cas de montée extrême des eaux. Ils ont complètement maîtrisé leur environnement. Et l'eau n'est pas considérée comme un élément dangereux dont il faut se protéger. Ils ne vivent pas seulement sur l'eau, ils vivent avec l'eau. Ces techniques de construction doivent être assez proches de celles de la période angkorienne. On sait que les maisons étaient souvent bâties sur pilotis. Les Khmers ont su tirer parti de ce climat si particulier. Ils ont ainsi pu construire de vastes centres urbains dans un environnement difficile. Mais la splendeur de l'Empire attise la convoitise. Les États rivaux lorgnent sur ces richesses. Pour conserver leur autorité, les rois doivent mater les rébellions à l'intérieur et se protéger des menaces extérieures. Et la clé de la suprématie militaire repose sur une ressource bien précise, le fer. On a évidemment un emploi du métal à l'époque, puisque c'est un matériau très important pour construire ces monuments, mais également pour se battre au sein des armées qui ont lutté contre les pouvoirs voisins. Et donc on a connaissance de ces outils, soit par les bas-reliefs, notamment du Bayonne ou d'Angkor Wat, où on voit des outils représentés, des armes de guerre. Pourtant, on a découvert très peu de forges à Angkor, et très peu de fer en lui-même. Et puis, les archéologues ont remarqué quelque chose d'étrange sur les murs du temple principal. De profondes fissures entre les blocs de pierre. C'est l'œuvre de pilleurs. Ils ont creusé les remparts en quête de métal. Les blocs comportent des cavités. Elles accueillaient autrefois les pattes d'ancrage en fer qui soudaient les blocs entre eux.
la masse de fer nécessaire pour bâtir Angkor Wat montre que les Khmers disposaient d'importantes ressources. Nos deux archéologues chargent un 4x4 et repartent dans la jungle, à 200 km à l'est d'Angkor. Ils vont examiner un temple historiquement associé au travail du fer. En général, les objets en fer sont recyclés. On ne les jette pas, on fond le métal pour le récupérer et fabriquer d'autres objets. C'est pour cette raison qu'on en retrouve peu sur le terrain les siècles suivants. L'itinéraire suit d'anciennes pistes pour arriver à destination. Voici Preakan de Kompong Svai, le temple de l'épée sacrée. Ici, mieux vaut rester sur les sentiers balisés. Dans les années 1970, les Khmers rouges contrôlaient la région. La région a été semée de mines pendant la guerre civile. Et le site n'est pas encore complètement déminé. Avant de partir, les Khmers rouges ont détruit ces vénérables monuments. Mais cet état de délabrement a au moins un avantage. Ce bout de métal qui dépasse de la pierre paraît récent, mais en fait, il fait partie de la structure originelle. La maçonnerie écroulée laisse apparaître les agrafes de métal. Il est très rare de trouver des pattes d'ancrage en fer in situ. Le métal était tellement rare qu'au fil du temps, les gens l'ont volé ou récupéré sur les monuments. Si ces agrafes sont restées en place, c'est qu'ici, le fer était une denrée plus répandue qu'ailleurs. On sait qu'il y a une ressource en fer ici, donc cette agrafe ne venait sans doute pas de très loin. Il est probable que ce fer devait aussi servir à fabriquer des armes. Les deux archéologues examinent le relevé lidar en quête d'indices. La production de fer a dû laisser des traces dans le paysage. Le site s'étend sur 5 km². C'est l'un des plus grands complexes religieux de la période angkorienne. Ce qu'il y a d'étonnant ici, c'est la proportion du site. On a énormément de structures disséminées dans le paysage, mais c'est un ensemble très organisé. Sur le relevé, ils remarquent des structures récurrentes. De petites buttes sur les digues des réservoirs. Si on zoome ici, par exemple, sur le bord de ce bassin, on voit de grandes structures rondes insérées dans le mur. Ce sont les vestiges d'une activité industrielle. Des relevés faits sur le terrain en 2018 montrent qu'il pourrait s'agir d'un site sidérurgique. Il est certain que du fer a été produit ici, à l'époque d'Angkor. Mais ces forges sont relativement modestes. Si le fer était destiné à une grande armée, les Khmers ont dû le produire hors des murs de ce complexe. Il faut explorer les environs. Voici Phnom Dek, la montagne de fer. Damian et Sarah quittent la route pour continuer à pied. À 500 mètres de là, ils tombent sur un tas de cailloux grisâtres. Tu as vu ça? On dirait une butte naturelle, mais en fait, c'est un immense tas de déchets industriels. Ce terril ressemble aux vestiges d'une immense exploitation sidérurgique. Et un objet attire l'attention de Damian Evans. Il s'agit d'un fragment de céramique. C'est une tuyère, un élément d'un haut fourneau utilisé pour la réduction du fer.
Je n'ai jamais vu de tuyère de cette taille. Ça permet d'imaginer les proportions du site. Il devait être gigantesque. Ce site était sans doute doté d'une grande capacité de production. Assez pour fabriquer des armes pour toutes les troupes khmères. Mais ce ne sont pas les Khmers qui maîtrisaient l'extraction et la réduction du minerai de fer. Sarah Classen a rendez-vous avec des membres de l'ethnie locale, les Kui. Les Kui peuplaient la région du Cambodge bien avant l'arrivée des Khmers. Les anciens de cette tribu ont conservé la mémoire de gestes immémoriaux. Leurs ancêtres travaillaient le fer pour les souverains Khmers il y a 1000 ans. Le fer est un élément central de la culture Kui. Chaque village choisit un chaman du fer, le responsable mystique des fourneaux, le Chai. De part et d'autre du foyer, 2 souffleurs attisent les flammes en permanence. La température du fourneau atteint 1000 degrés. Pendant ce temps, le Chai accomplit les rites nécessaires à la bonne marche des opérations. Ainsi, quand on ouvre le fourneau au bout de 15 heures, les dieux offrent une masse ferreuse, la loupe. Les Kui ont permis de produire du fer en quantité industrielle. Grâce à leur maîtrise du précieux métal, les soldats khmers étaient équipés d'armes redoutables. Cette suprématie militaire est essentielle au pouvoir angkorien. Au cours de son histoire, l'Empire connaît de multiples périodes de troubles. Et il doit constamment faire face aux menaces d'agressions extérieures. On peut lire la trace de cette menace dans un temple situé aux confins de l'Empire. Au petit matin, Sarah et Damian partent pour une expédition à 160 km au nord-ouest d'Angkor. Au terme d'un long trajet, ils arrivent sur un site recouvert par la végétation. Voici Bantié Chamar. Je suis épaté chaque fois que je viens ici. Les différentes tours du site sont ornées d'immenses visages de pierre. Ils indiquent que ce temple a été construit en réaction à une menace grandissante. Ces tours à visage sont rigoureusement identiques à certaines tours d'Angkor. Ça veut dire qu'elles ont été bâties à l'époque de Jayavarman VII. Jayavarman VII, le plus puissant des rois khmers. Ce conquérant a considérablement étendu son empire. Et il s'est attaché à en protéger les frontières. Damian Evans examine les bas-reliefs de la porte principale du temple. C'est un travail d'une grande qualité artistique, mais qui a aussi un objectif politique. Il est fait pour rappeler ce qui se passe quand on met le roi en colère, quand on défie la puissance et le pouvoir de Jayavarman VII. Ça montre sa capacité à asseoir son pouvoir, jusque dans des points reculés de l'Empire. Comme ici, à Bantié Chamar. Ce temple avait peut-être une fonction militaire. Les 2 archéologues étudient le relevé lidar des environs. On ne voit pas de pâté de maison ou de bassin privé. Ça peut indiquer qu'il s'agissait d'un type d'occupation différent, peut-être plus temporaire. Le relevé lidar montre quelque chose de très frappant. On voit clairement que le site est très différent de toutes les cités khmères qu'on connaît. Bantié Chamar aurait été construit rapidement pour dissuader d'éventuels agresseurs. Pour moi, on a assez d'éléments pour dire que ce temple était une sorte de garnison. Il a été bâti en un point stratégique de l'Empire pour abriter une force armée qui garderait la frontière sur son flanc ouest. Ce type de temple garnison rempli de soldats rendait tangible la présence d'une force militaire. L'infanterie khmer était équipée de puissants boucliers et d'armes redoutables, comme le pkak. Ils attaquent avec des éléphants de combat qui portent des archers,
l'artillerie utilise de grandes arbalètes montées sur roues, capables de décimer l'ennemi. Ils combattent même sur l'eau, avec des navires de guerre. Sarah Classen rend visite à une forge spécialisée dans la fabrication de pkak. Elle veut en savoir davantage sur ces armes khmer. C'est une forge moderne, mais la scène doit se rapprocher de ce qu'on voyait il y a 1000 ans, quand les Khmers fabriquaient leurs armes en fer. L'un des forgerons souffle de l'air dans le fourneau pour attiser les flammes. Pendant ce temps, l'autre manipule une loupe de fer en fusion. Ils travaillent depuis une demi-heure et ils ont presque fini de former le fer. Une fois la lame formée, ils la plongent dans l'eau pour durcir le métal. Ensuite, il faut encore l'affûter. La voici terminée. Il leur a fallu moins d'1 heure pour fabriquer cette lame. Elle est incroyable, très lourde et très tranchante. En cas de menace, les Khmers pouvaient faire appel à des cohortes de forgerons et fabriquer des pkak pour une armée entière. Avec la capacité de ses gisements et de sa production de fer, l'Empire Khmer devait être un ennemi assez effrayant. Cette réactivité permettait aux Khmers de contrer rapidement une attaque surprise. Pendant 5 siècles, l'Empire Khmer est resté une puissance militaire sans rivale dans la péninsule indochinoise. Mais les données archéologiques montrent qu'au XVe siècle, tout a changé. Et cette grande civilisation s'est effondrée. Qu'est-ce qui a causé la chute de l'Empire Khmer ? Leur richesse et leur splendeur ont aussi fait d'eux une proie pour les États voisins. Ils ont réussi à solidifier leur mainmise sur un vaste territoire et des populations très variées, ce qui a créé de nouvelles menaces extérieures. Il n'existe pas de source écrite de l'époque. Alors, il est difficile de reconstituer le fil des événements. Mais les rois d'Angkor semblent avoir craint une attaque sur le cœur spirituel de leur empire, le grand Angkor Wat. David Brotherson a découvert de curieux trous dans le mur d'enceinte du temple. Il y en a des milliers de petites tailles, environ 5 à 7 cm de diamètre. Et puis il y en a de bien plus gros, de 15 à 30 cm de diamètre. L'archéologue mesure la distance qui sépare les trous pour comprendre leur fonction. Là, on a environ 2,40 m. En mesurant les écarts, on a découvert que les trous ont été faits à intervalles très réguliers tout le long du mur. Selon David Brotherson, il s'agirait des vestiges d'un dispositif défensif en bois. Ils ont d'abord creusé des alignements de trous au sommet des murs. Puis, ils y ont inséré des piquets pour élever de hautes palissades capables de les protéger des tirs ennemis. Entre les palissades, ils ont creusé des trous dans l'intérieur de l'enceinte. Ils servaient sans doute d'ancrage pour un échafaudage. Depuis ces remparts, les soldats khmers pouvaient tirer des flèches pour décimer l'agresseur. Lors de la construction d'Angkor Wat au XIIe siècle, la défense n'était pas une priorité. Mais au cours des siècles suivants, les choses ont changé. On a modifié assez précipitamment des monuments comme celui-ci. On a consolidé leur défense et installé ces fortifications en bois pour mieux se protéger contre les envahisseurs.
Ces modifications montrent qu'Angkor se préparait à une invasion majeure. Au XVe siècle, le royaume voisin d'Ayutthaya représente une menace grandissante. Et en 1431, il lance effectivement une attaque sur la capitale khmère. Grâce à ses fortifications, Angkor Wat échappe à la destruction. Mais la cité qui l'entoure est en partie démolie. L'Empire khmer est à genoux. Il ne retrouvera plus jamais son unité et sa grandeur passée. Mais cette attaque n'est pas le coup final porté à un empire en déclin. Sarah Classen et David Brotherson nous emmènent sur les traces de la fin d'Angkor. Quand le système hydraulique ne fonctionne plus comme il a été conçu pour le faire, il devient très difficile de nourrir de grandes populations. Les deux archéologues explorent un vestige de ce réseau d'ouvrages hydrauliques. Un ancien pont khmer situé à 6 km au nord d'Angkor Wat. On peut encore voir la taille monumentale de ce pont, mais aujourd'hui, il est en ruine et l'eau ne coule plus en dessous. Ce pont témoigne de la survenue d'un changement climatique majeur. Au XIVe et XVe siècle, de terribles pluies de mousson se sont abattues sur la région. Les eaux ont monté et ont emporté ce pont. Ces épisodes climatiques ont endommagé le réseau hydraulique qui alimentait Angkor. Quand les eaux sortent de leur lit, on peut imaginer qu'elles sèment la destruction dans la zone urbanisée tout autour. Si le pont a été emporté, c'est qu'une inondation majeure a eu lieu. L'infrastructure que les Khmers avaient mis des siècles à bâtir se délabre. D'énormes pierres bloquent les canaux. Et dans un empire affaibli par les conflits, les réparations sont impossibles. Ce genre de vestiges montre que la ville d'Angkor était en train de s'effondrer. Pendant les périodes de sécheresse, les récoltes de riz étaient perdues et des famines ont dû se déclarer. Les invasions, le changement climatique et la faim ont poussé les Khmers à quitter ces lieux. Mais où sont-ils allés? La petite ville d'Udong se trouve à 190 km au sud d'Angkor. Ici, un monument du XVIIe siècle signale la tombe des descendants des souverains d'Angkor. Lors de la chute de l'Empire khmer, des populations ont fui pour édifier une nouvelle capitale dans la région de Longvek. Le site est recouvert par la ville moderne, mais il a plusieurs siècles. C'était la capitale des rois khmers juste après la période d'Angkor. Damian Evans lance un drone pour chercher les traces de l'ancienne cité khmer dans le paysage moderne. Depuis le ciel, on peut apercevoir les derniers monuments bâtis par les rois khmers. On voit très clairement des lignes bien droites dans le paysage. Ce sont les anciens murs d'enceinte de la ville. Et à leurs pieds, on voit des dépressions qui marquent l'emplacement des douves. Ces remparts sont bien modestes comparés à ceux d'Angkor Wat. C'était une grande ville, mais sa population était assez réduite. Il n'y a sans doute pas eu d'exode massif et soudain de la population d'Angkor vers cette nouvelle capitale. Angkor s'est peu à peu vidée de ses habitants. Elle a connu un lent déclin au fil des générations. Les populations khmères restantes ont été absorbées par les royaumes voisins. Elles ont adopté de nouvelles coutumes, de nouveaux modes de vie. À la fin du XVe siècle, la civilisation khmère n'était plus que l'ombre d'elle-même. Dans les cités abandonnées, la nature a repris ses droits. Les arbres ont poussé à travers la pierre. Leurs branches et leurs racines se sont glissées partout et ont envahi les murs des monuments. Pourtant, la cité est restée intacte par endroits. Sa décrépitude s'est arrêtée avant sa disparition complète. Aujourd'hui, elle semble comme figée dans sa gangue de végétation. À Angkor Wat,
On peut voir une puissante arche de grès enserrée dans les racines d'un arbre immense. Ces racines qui fonctionnent comme des vrilles arrivent d'en haut et se faufilent à travers la pierre jusqu'au sol. Et on peut voir que tout ça, c'est le système racinaire d'un seul et unique arbre gigantesque. Cet arbre est un figuier étrangleur. Il germe en hauteur et ses racines plongent immédiatement vers le sol. Dans la forêt, il enserre d'autres arbres jusqu'à les étouffer. À Angkor, ses racines se sont enchevêtrées dans la pierre. Elles tiennent aujourd'hui les murs des temples comme des étais naturels. Sans elles, de nombreux monuments se seraient depuis longtemps effondrés. Mais la croissance de la végétation présente à terme une menace pour ces inestimables vestiges. Ici, on a une sorte de paradoxe. D'une certaine manière, l'arbre maintient une partie du temple en place. Et pourtant, ses racines s'insinuent dans la pierre jusque dans les fondations de l'édifice et donc contribuent à son instabilité. Cet enchevêtrement de pierres et de racines participe à l'atmosphère si particulière de la cité d'Angkor. Cette présence envoûtante du passé qui a subjugué tant de visiteurs depuis sa redécouverte. C'est magnifique. La beauté de ce lieu a fait le tour du monde. C'est incroyable de voir la jungle envahir ces monuments religieux. Mais à long terme, il y a un risque pour les temples. Si on laisse la végétation en place, elle va endommager les structures. Après l'effondrement de l'Empire Khmer, Angkor Wat est resté quelque temps un monastère bouddhiste. La cour royale a aussi tenté de revenir au XVIe et XVIIe siècle, mais la capitale khmer était déjà trop délabrée. Et puis, au début du XIXe siècle, de nouveaux visiteurs se sont fixés pour mission de sauver les temples de la destruction complète. Dans les archives de l'EFEO, on a conservé les carnets de notes des premiers responsables français d'Angkor. On a par exemple ici le premier rapport qu'adresse le premier conservateur en janvier 1908. Il l'adresse au directeur de l'EFEO, qui était à Hanoï à l'époque. On a ici par exemple la planification du débroussaillement de la grande ville d'Angkor-sous-la-Forêt. On explique d'abord, on coupe la broussaille, les arbustes, les rotins, les lianes, etc. Puis, 2, on abat les grands arbres sur les chaussées intérieures et partout où ils gênent. 3, l'incendie de cette brousse et des arbres abattus, le nettoyage des ruines. Donc il y a vraiment tout un travail d'abord qui essaie d'enlever cette végétation qui recouvre très largement les grands monuments d'Angkor à cette époque-là. En fait, voir ces grands monuments sous une telle forêt, c'est assez unique, ça n'existe plus. C'est une entreprise difficile et de grande envergure. Les archives rapportent les conditions de vie difficiles sur place. Ces travaux de dégagement vont de pair avec un quotidien assez exténuant. Il parle de cet état misérable du logement qu'il utilisait à Angkor Wat. Il explique quand même qu'il est dans une case bourrée de termites, qui n'est pas fermée. Le plancher n'a droit à ce titre que si on aimait de la complaisance. Le voyage est pénible. Il faut 5 heures de charrette à bœuf par un chemin déplorable. Plus d'un siècle plus tard, le travail de protection et d'analyse des ruines est encore en cours. Des spécialistes travaillent sans relâche à reconstituer des temples écroulés, afin de préserver ces monuments pour un nouveau millier d'années. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début. Les archéologues ont arraché l'Empire Khmer à l'oubli. Depuis, notre connaissance de cette civilisation ne cesse de s'enrichir. C'est une aventure palpitante, de campagne de fouilles en exploration à la fois sur le terrain et depuis le ciel.
Ce sont ces monuments enfouis dans la jungle qui ont donné à beaucoup d'entre nous l'envie d'être archéologues. Leur histoire est écrite dans les traces qu'ils ont laissées dans le paysage, ici à Angkor et partout dans la péninsule indochinoise, à travers ce qui a été l'Empire Khmer. D'un point de vue archéologique, c'est un site qui, malgré plus d'un siècle et demi de recherche, demeure un terrain d'investigation exceptionnel. Il y a énormément encore de choses à découvrir, à étudier encore. La civilisation khmer a bâti l'un des plus grands empires du Moyen-Âge. Depuis leur capitale monumentale d'Angkor, des rois puissants régnaient en maîtres. Ils ont légué à la postérité des temples somptueux qui conserveront à jamais une part de mystère. Ils ont ancré dans la pierre la force de leur spiritualité et leur suprématie militaire. Et leurs cités sont restées debout des siècles après la chute de leur empire. Leur histoire compte parmi les plus grandes épopées de l'humanité.